Non, merci. Lorsque l'annonce a été publiée pour ce poste, quelles étaient les exigences en termes de qualification? Je ne me souviens pas, Monsieur le Président. Nous remontons à plus d'un quart de siècle. Je n'ai pas gardé de copie de l'annonce. Est-ce que... Vous avez un diplôme ou un équivalent vous-même? Non, ce n'était pas une exigence. Avez-vous un diplôme ou un équivalent? Vous? Non, Donc ce poste, directeur exécutif du groupe Aviation et Sécurité, n'aurait pas exigé de diplôme? Non. il n'y avait pas de diplôme requis dans l'annonce. Elle a été conçue pour vous? Je ne suis pas d'accord avec cela. L'annonce est parue la semaine après que j'ai eu cette réunion. Qui était indépendant? Combien était-il et qui était-il? Je pense qu'il y avait 4 ou 5 administrateurs de la société aéroportuaire. Le président et 3 ou 4 autres administrateurs. N'y avait-il personne représentant le ministre au sein du panel? Monsieur le Président, je ne me souviens pas. Je crois que c'était il y a 26 ans ou 25 ans. Mais il y avait des personnes assises là. Il y avait des administrateurs de la société aéroportuaire et il y avait le président de la société aéroportuaire. Et je pense que le directeur exécutif RH du groupe était là. Monsieur Polo Sullivan, tout ce qui est positif à votre sujet, vous vous en souvenez. Bien sûr, nous nous souvenons même du numéro de vol avec lequel vous êtes arrivé ici. Mais si quelque chose n'est pas à votre avantage ou dans votre intérêt, tout à coup on nous dit oui, c'était il y a 26 ans, il y a 30 ans. Mais nous avons détaillé chacune de vos réalisations. Vous vous souvenez de tout ce qui vous arrange, de tout ce qui est positif à votre sujet. Il y a un panel, vous passez un entretien pour un poste aussi élevé. N'y avait-il personne là pour représenter un ministre? Monsieur le Président, quand je suis entré pour l'entretien, je n'ai pas demandé « D'où venez-vous? D'où venez-vous? D'où venez-vous? D'où venez-vous » Il y avait 4 ou 5 personnes présentes. Je me souviens du nom de Mashour Rahmanou. Il y avait un autre monsieur qui était une personne blanche. Il était directeur de la société aéroportuaire représentant Aeroporti di Roma, qui était actionnaire. Et à ma connaissance, il y avait quelqu'un là, mais je ne me souviens pas qui. Qui représentait l'autre actionnaire, à savoir le gouvernement d'Afrique du Sud. Et puis, il y avait le directeur des ressources humaines. Aviez-vous une qualification particulière ou bien une expérience pratique, même modeste, en lien avec l'aviation? Pour ma part, j'ai été pilote pendant 40 ans. J'ai été pilote pendant 40 ans. Pendant 40 ans? Oui. Donc vous êtes un pilote qualifié? 40 ans. Je demande, êtes-vous un pilote qualifié? Je suis pilote qualifié depuis 40 ans. Vous êtes allé à l'école pour devenir pilote? Oui, je possède mon propre avion. Je comprends, mais l'école, parce que ces gens, les pilotes, vont à l'école et ensuite ils doivent faire un certain nombre d'heures. Avez-vous fait tout cela? J'ai fait tout cela. Et ensuite vous étiez là-bas. Expérience en sécurité, parce que c'est l'aviation et la sécurité, J'ai cette expérience. Je suis allé suivre une formation aux États-Unis pour apprendre spécifiquement la sécurité aérienne parce que je voulais comprendre. Il y a une organisation appelée ICAO, qui est l'Organisation de l'aviation civile internationale, et ils ont un centre de formation où ils forment les gens et les qualifient comme spécialistes de la sécurité aérienne. Donc serez-vous en mesure de nous donner un certificat de cette sécurité aérienne pour laquelle vous êtes allé en Amérique et votre certificat de pilote? Eh bien, je peux vous montrer ma licence de pilote tout de suite. Non, non, pas la licence. Je parle bien de l'école, tu sais, l'école. Là où vous avez suivi votre formation, évidemment, quand vous terminez, il vous donne une qualification. Allez-vous la joindre? L'aurons-nous demain? Si je peux, que voulez-vous dire par « si » ?
demain pour la trouver. Deux choses. Veuillez essayer de les trouver. L'une des institutions de sécurité aérienne auxquelles vous avez assisté en Amérique. Et la qualification, pas la licence, parce qu'il y a un certificat que vous obtenez qui nous dira si. Où êtes-vous allé faire votre formation? Et ensuite, combien d'heures avez-vous effectué avant d'être qualifié pour devenir pilote? Monsieur le Président, je n'en aurai aucune. Je n'ai pas volé jusqu'au Cap avec tous ces documents. Sachant qu'on allait me poser ce genre de questions sur des faits datant de 40 ans, la réalité de la situation est la suivante, et voici ma licence de pilote. J'ai une licence de pilote, je ne l'ai pas achetée au coin de la rue, j'ai suivi ma formation, j'ai mon propre avion. Je pilote mon propre avion régulièrement. Je ne pourrai pas savoir si vous l'avez acheté à votre propre coin de rue si vous ne me donnez pas la qualification. Le ticket ne dit rien. En ce qui concerne les qualifications académiques, ce ticket que vous me montrez ne signifie rien. Je veux une certification. Des documents provenant d'une institution reconnue qui confirment que vous avez suivi une formation pour devenir pilote et que vous avez satisfait à certains niveaux d'exigence. Et l'institution en Amérique, on doit vérifier si cette institution est reconnue et si sa qualification l'est aussi. Et nous avons besoin des deux, même si ce n'est pas pour demain, Monsieur le Président. Il faut que nous... Parce qu'ici, on nous dit qu'il ne se souvient pas des exigences. Il n'a ni diplôme ni qualification post-matric. Il est dit qu'il a étudié l'aviation, la sécurité, une institution, etc. Nous devons examiner tout cela pour voir s'il existait effectivement une qualification plus proche de ce poste qui aurait été spécifiquement créé pour lui. Rebelle, non violent. Oui, merci Chad. Non, je veux juste confirmer une ou deux choses. Donc, monsieur O'Sullivan, vous avez dit avoir été approché par Ramano et Ems du Laoma, c'est bien ça? Non, ce n'était pas écrit ça. J'ai dit que j'avais été contacté par monsieur Romano, qui souhaitait une réunion. Ramana et Qui souhaitait rencontrer le ministre, et pour le... réunion. Et puis je les ai rencontrés. Bonanidi. Ils n'ont aucun lien de parenté. Non, je sais qu'ils ne parlent pas du Ramano que nous avons ici, mais ce que je veux vérifier, c'est si ensuite ils vous ont persuadé de postuler, c'est bien ça? Ils ont dit, vous devez y réfléchir. Ils m'ont invité à postuler. Voir, Oui, bien sûr. avez-vous eu une vérification des antécédents avant d'être considéré pour le poste? Je ne sais pas quels étaient leurs mécanismes internes, mais je suppose qu'ils ont effectué les vérifications habituelles. Je pense que ma question devrait commencer ainsi. Le premier poste que vous avez occupé était celui de détective à l'aéroport, qui était un point clé national, c'est bien cela? C'est exact. L'aéroport était le point clé national. Quelle était votre responsabilité? Je travaillais à la police des frontières là-bas. En tant que policier, Oui, Étienne. vous avez vérifié? Non. Vous avez donc travaillé comme policier à l'aéroport, un point névralgique du pays, sans avoir fait l'objet d'une vérification des antécédents? Ils ont peut-être vérifié mes antécédents, je ne sais pas, mais j'étais réserviste. Vous n'aviez donc pas de certificat d'autorisation? À ma connaissance, non. D'accord, non. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie, honorable. James, tu seras le dernier en chemin. Merci, Monsieur le Président. Je vais garder mes questions pour plus tard, mais j'ai juste besoin d'une clarification. En 1997, lorsque vous avez obtenu cet emploi rémunéré, était-ce en tant que directeur général du groupe ou était-ce à la gestion du contrôle aux frontières? Je n'ai pas bien entendu, tu parlais de quel poste exactement? Le poste que vous avez commencé, vous avez dit plutôt qu'en 1997, c'était votre emploi rémunéré à l'aéroport. Vous, Vous occupiez de la lutte contre le trafic de drogue et travailliez au contrôle aux frontières. J'essaie de comprendre, était-ce un emploi rémunéré via le CEPS ou était-ce ce poste de directeur général du groupe? non, Monsieur le Président, j'étais réserviste de police. Vous étiez réserviste de police. J'étais réserviste de police à l'aéroport. Vous travaillez au contrôle aux frontières Police, pas contrôle aux frontières. extérieures.
Le contrôle aux frontières était assuré par le service de l'immigration. Donc vous étiez réserviste de police chargé du trafic de drogue. Non, Monsieur le Président, Je... ce n'était pas un service de police responsable du trafic de drogue. J'étais policier aux frontières. Et nous étions impliqués dans de nombreuses activités, dont le trafic d'êtres humains. Médicaments? Prévention. Il s'agissait de prévention du crime. D'accord. Je vais le faire plus tard. Et puis, pour être absolument certain, vous ne possédez aucune autre qualification. Rien. Vous n'avez aucun diplôme en droit, en ingénierie, rien du tout. Non, totalement sans qualification. Complètement. Rien en droit, rien en ingénierie. C'est exact. J'y reviendrai plus tard. Le bac, avez-vous le bac? Là où j'ai été à l'école, il n'y a pas de bac. C'est une qualification sud-africaine. Vous avez un équivalent du bac? Bien sûr que j'en ai un. Qu'est-ce que c'est? Nous appelons cela les O-level et les A-levels. Mais enfin, on parle d'il y a 40 ou 50 ans. Vous étiez cadre dirigeant. Aucune qualification requise. Bien sûr, j'avais des qualifications. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, vous savez, concernant... Et d'ailleurs, j'ai aussi été, à un moment donné, auditeur en matière de sécurité aérienne. J'étais une personne chargée d'effectuer des audits de sécurité aérienne. J'avais donc toute cette formation et toutes ces compétences. Je vais m'en tenir là, monsieur Sullivan. Vous devez vous souvenir de ce que vous avez dit à ce comité lorsque je reviendrai plus tard. C'est pourquoi il était très important que vous ayez un CV dans votre dossier. Sinon, nous n'en serions pas là. Si j'ai bien compris, et je peux me tromper, la plupart d'entre nous héritons très tôt du système de valeurs qui définit qui nous sommes. Et je veux dire vraiment dans les 10, 15 ans à 20 ans par rapport à là où vous étiez dans les années 80. D'après ce que j'entends, vous êtes déjà formé en tant que citoyen, vous, c'est pour cela que vous pouvez même vouloir voyager dans un autre pays. Vous êtes bien formé, vous comprenez l'environnement dans lequel vous vivez. Maintenant, à la lumière de la question que M. Malema soulevait à propos de ce qui semble avoir été un certain niveau d'ignorance ou de naïveté de votre part concernant le pays dans lequel vous commenciez à avoir un vif intérêt pour aller y travailler, à savoir l'Afrique du Sud. Comment réconcilions-nous cette partie? Comment réconcilier cela avec ce qui est dit dans votre déclaration? Merci, Monsieur le Président. Vous avez, sur une période de 20-30 ans, pris des initiatives pour lutter contre l'injustice. Comment réconcilions-nous cela? Parce que je pense que devenir un défenseur ou un combattant pour la justice n'a pas pu être quelque chose qui vous est simplement arrivé après 1994. Au début des années 80, la manière dont les injustices étaient perpétrées dans le pays, ce dont M. Malema parlait, aurait vraiment dû vous interpeller, alors que vous étiez sur le point de décider de partir en Afrique du Sud. Dans un pays où l'immense majorité de la population, en particulier au sein de la communauté noire, était la principale victime d'un système d'injustice perpétré par les Blancs. Comment réconcilions-nous cela si quelqu'un vous écoute aujourd'hui et le vous de 20 ans, alors qui, comme je l'ai dit, à cet âge-là, à 20 ans, on aurait déjà dû être imprégné d'un certain système de valeurs sur ce qui est juste ou injuste et sur ce pourquoi il faut se battre. C'est sur ce point que je voulais entendre votre commentaire en lien avec cette question et ce sujet. Monsieur le Président, c'est, je dirais, une bonne question. Et à certains égards, j'ai pris la décision, probablement au début de la trentaine, que ce que je voulais vraiment faire, c'était améliorer la vie des Sud-Africains. Et je ne parle pas des Afrikaners blancs et les personnes blanches, mais je voulais améliorer la vie des Noirs en Afrique du Sud, parce que je sentais que c'était le type de contribution que je voulais apporter. Et j'ai absolument quelques preuves de cela ici auxquelles nous viendrons. Et je suis satisfait que, enfin, je ne suis peut-être pas satisfait, mais j'accepte que dans la vingtaine, mes opinions étaient peut-être naïves. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que non, nous pouvons améliorer la vie des gens en Afrique du Sud. Et je peux démontrer que c'est exactement ce que j'ai fait. Et je ne veux pas empiéter sur le travail des responsables des preuves, mais nous y viendrons à un moment donné.
Mais vous savez, chaque personne dans sa vie se rend compte que peu importe ce que l'on fait, parfois la vie n'est pas parfaite. Parfois, ce que vous faites, vous vous dites, peut-être que je n'aurais pas dû faire ça, ou peut-être que je n'aurais pas dû ressentir cela, peut-être que je n'aurais pas dû faire cela, ou peut-être que je n'aurais pas dû faire cela. Mais on ne peut pas changer l'histoire, mais on peut changer l'avenir. Et ce que je fais de ma vie, en tout cas depuis 36 ans, c'est j'ai essayé de faire de l'Afrique du Sud un meilleur pays pour tous ses habitants, en particulier pour les personnes auparavant défavorisées. Et à cet égard, je peux démontrer que je consacre beaucoup de mon temps, de mon énergie et de mon propre argent à cela. Chef vulnérable? Non, absolument pas. Non, je voulais dire que la réponse n'a pas été satisfaisante, mais je suis prêt à vivre avec ce qui a été fourni maintenant, y compris mon mandat. Je peux développer ce point afin de ne pas complètement détourner le déroulement des procédures menées par les responsables d'épreuves. Merci, Désolé de vous faire ça, Monsieur le Président, mais aussi pour consigner au dossier que dans son affidavit, au paragraphe 6, il dit ceci. Je suis venu du Royaume-Uni pour vivre en Afrique du Sud en 1989, parce qu'il voulait donner une impression différente, à savoir qu'il est arrivé ici en 1995. En réalité, il s'est installé ici en 1989 et avait déjà des intérêts commerciaux avant cette date. C'est mentionné dans son propre affidavit. Oui, nous y reviendrons. Veuillez le noter, monsieur O'Sullivan. Oui, Monsieur le Président, je n'ai pas dit ça. Non, ne répondez pas. Je dis ça comme ça, notez-le, car nous avons maintenant 3 dates. Nous avons 1982, l'année de la demande figurant dans votre lettre manuscrite, et la lettre de Monsieur Watterson. Il y a 1989, il y a 1995. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement le souligner également. C'est pourquoi, lorsque nous avons commencé, lorsque le dirigeant le plus malfaisant demandait à M. O'Sullivan si nous étions d'accord pour ignorer cette affaire de 1990, la lettre qui nous a été lue ici indiquait qu'en 1982, il avait demandé un permis de travail et que celui-ci avait été rejeté. Et je voulais juste lui rappeler rapidement que vous vous souvenez que vous savez votre ami qui était député, M. Watson, ce que vous venez de dire est contraire à ce qu'il a dit lorsqu'il a déposé sa demande. J'essaie de vous aider à obtenir un permis de travail dans ce pays, afin que vous deveniez résident permanent, que vous puissiez vous installer définitivement en Afrique du Sud, a-t-il déclaré. Que vous êtes la personne la plus instruite, la plus intelligente. Et que vous avez une attitude politique très conservatrice, que vous pouvez apporter à la communauté blanche de ce pays. Maintenant, la lettre a été adressée au directeur général, Farquhar Ndemerwe. Vous vous souvenez de cela? Monsieur le Président, je pense avoir déjà précisé lors d'un interrogatoire poussé par le responsable d'épreuve que j'ai vu cette lettre pour la toute première fois l'autre jour. Mais êtes-vous d'accord pour dire que la lettre est authentique? La lettre, c'est quoi? C'est légitime. C'est une réaction tout à fait compréhensible et parfaitement légitime. C'est légitime. C'est un document authentique. Je ne le conteste pas, mais je ne peux rien dire à ce sujet car je ne l'ai jamais vu de ma vie. Autrement dit, concernant le contexte de cette lettre, avez-vous un problème avec cela? Un club d'anciens combattants, c'est là que vous avez rencontré Madame au Royaume-Uni. Frank Martin. Quand j'ai vu la lettre, on n'avait jamais appelé ce type Watterson. Lorsque j'ai vu la lettre, j'en ai immédiatement parlé à l'avocate Kissa. Et j'ai dit, « Oh, quelqu'un m'a montré ça, mais je n'en avais pas de copie à lui montrer. » Et j'ai dit, « Oh, ça va probablement être abordé. » Merci, Monsieur le Président. Le moment venu, nous aborderons ces questions en profondeur, car elles sont vraiment très importantes. Nous ne pouvons pas nous laisser tromper. Et je veux dire, monsieur sait même exactement de quoi nous parlons ici depuis 1982, pas 1997, 1996 ou 1990,
Merci, un des policiers de Kosana, Monsieur Paul O'Sullivan. Il vous a demandé si vous étiez satisfait des motivations évoquées dans cette lettre pour vous permettre d'obtenir un permis de séjour permanent. Il y a une motivation selon laquelle vous êtes instruit, vous êtes intelligent, vous êtes un conservateur et vous êtes un ancien officier de service. Vous pouvez être très utile à la communauté blanche de ce pays. Êtes-vous satisfait de cette motivation? Non. Monsieur le Président de la République. D'accord. Non. Monsieur le Président, j'allais justement aborder exactement ce point. Je trouve le témoignage du témoin très profondément contradictoire. Vous auriez pu prendre l'exemple de l'affaire de 1982, et au milieu de tout cela, il a complètement perdu la mémoire lorsqu'on l'a interrogé et pressé sur la question de la citoyenneté. Lorsqu'il a été pressé par les preuves, l'EDA est alors passé à autre chose et a parlé de novembre 1987. Au paragraphe 6, il s'agit de 1989. Puis, lorsqu'il a été interrogé par l'avocat Mkiz, on parle maintenant de 1994 à 1995. Je pense donc qu'il suffit que nous poursuivions le processus que nous avons dit que nous allions suivre. Parce que si nous prenons en compte ce qui a été accusé devant nous, c'est profondément contradictoire. Et cela donne en fait une image particulière de la crédibilité du témoin devant nous. Mais je pense que nous allons tenir bon et essayer d'aller au fond des choses. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je peux répondre immédiatement à cela. Je n'ai jamais dit dans mon affidavit que je suis devenu citoyen en 1989. J'ai fait une demande de résidence permanente. Je n'ai obtenu ma citoyenneté qu'en 1995. Et je n'ai probablement pas pris la peine de le mentionner dans l'affidavit, ou j'ai oublié de le mettre dans l'affidavit, mais je peux vous assurer que j'étais résident permanent. Je ne suis jamais devenu citoyen en 1989. Je n'ai jamais eu de passeport sud-africain avant. 1995. Peut-être prenons-nous M. O'Sullivan sur ce qu'il a écrit dans son affidavit. L'année anglaise est très simple. En 1989. En raison de mon investissement immobilier, j'ai obtenu avec succès la résidence permanente en tant que personne disposant de moyens indépendants. Demande acceptée avec succès. C'est ce que dit l'anglais dans votre affidavit. Pour la résidence permanente, pas pour la citoyenneté, pour la résidence permanente, il y a une grande différence entre les deux. Lorsque vous recevez votre livret d'identité, Monsieur le Président, les 3 derniers chiffres de votre livret d'identité, si vous êtes résident permanent, mon numéro d'identité se terminait alors par 185. Il se termine maintenant par 085. Parce que je suis citoyen. Poursuivons.